Salut à tous et bienvenue dans One Shot pour une interview très spéciale avec Nicolas Dupeigne. Bonjour. C'est la dernière fois que je prononcerai ton nom en entier dans cette interview. Ça me fait trop bizarre. Ouais, c'est vrai. Nico, quoi. Bah voilà. Ça va ou quoi? Ouais, super. T'es bien? T'es Ouais, bien installé? Ben oui, écoute, dans ces canapés et ces fauteuils que je connais bien. Tu les connais bien, ces fauteuils? Ouais. Ils en ont vu passer. Les fauteuils d'Iway? Exactement. Mais c'est bien, ils sont toujours utilisés et bien utilisés. C'est assez poétique de te recevoir sur ces canapés-là qu'on a utilisés déjà depuis pas mal de temps dans l'émission. Ouais. Mais voilà, c'est un juste retour aux choses, quoi. Exactement. Tu t'y asseyais souvent dans ce canapé quand tu bossais là-bas? Déjà au moins tous les midis, pour déjeuner, au minimum. Et puis, bon, on faisait des petites pauses la journée quand même aussi. Quand on recevait des clients aussi, tout ça. Ouais, donc c'était super confort. Ils sont prodigieusement confortables. Des véritables Chesterfield. Ça fait plaisir de t'avoir ici, en tout cas. Bienvenue dans le studio. Merci. On va en parler un peu de ta longue carrière dans la vape. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Nico, il est là depuis le début, il fait partie des meubles. C'est une grande commode, en fait. Quelle taille tu fais, toi, d'ailleurs? 1m94. 94, mon Dieu, t'es quand même méga grand. Peut-être un petit centimètre en moins avec l'âge, mais... Est-ce que t'es officiellement le plus grand vapeur de France? Non. J'en connais qui sont plus grands. Tu connais peut-être Mathieu de chez Marina Vape, qui doit faire bien 2 cm de plus que moi, facile. Ah ouais. Ouais, un grand gaillard. Et il y a Lafitte aussi, le champion de... Enfin, pas le champion, mais un joueur de l'équipe de volley de... Ouais, tout à fait, qui est en équipe de France. Ouais, tout à fait, ouais. Qui était assez grand aussi. Méga massif. Lui, il est plus taillé. Hein. C'est pas la même, je joue pas dans la même cour. Hein. Ah ouais, il est massif. Très cool, ce gars, d'ailleurs. Carrément. Donc déjà, je voulais commencer cette interview en te demandant comment tu as commencé à fumer, en fait. Quelle a été la raison qui a fait que tu t'es mis à la clope et surtout quand c'est arrivé dans ta vie? Vers 15-16 ans, un peu par mimétisme avec les potes à la sortie de l'école. Tu t'es fait influencer? Ouais, voilà, c'était cool d'être avec la cigarette et tout. Et puis, je fumais plutôt des joints à l'époque que des cigarettes, alors que j'avais toujours un paquet de clopes sur moi, mais pas pour forcément les mêmes raisons. Et puis après les années allant, j'ai plutôt descendu ma consommation de weed, on va dire, et augmenté la cigarette. Donc, j'ai jamais vraiment fumé plus d'un paquet par jour quand même. T'étais pas un fumeur frénétique, non. Mais je fumais quand même. J'ai fumé jamais plus d'un paquet par jour, on va dire. Ouais. Et sur la fin, quand j'avais une trentaine d'années, on va dire, j'avais réduit à entre 7 et 10 clopes par jour. J'essayais déjà de réduire un petit peu. Pourquoi tu as essayé d'arrêter de fumer? C'était quoi ta raison? Parce qu'on sait que c'est pas bon pour la santé, clairement. On se sent un peu encombré. Voilà, on est un peu. Moi, j'étais un peu asthmatique aussi, tu vois, donc j'avais besoin aussi de respirer un peu mieux. Mais j'avais pas non plus une volonté farouche d'arrêter. Voilà, j'essayais de réduire un petit peu pour, on va dire. T'as pas eu d'alerte santé, un médecin qui t'a dit genre. Non, du tout. Ah, c'est de toi-même, quoi. Tu t'es dit bon. Ouais, écoute, ouais. Il est temps d'arrêter. De moi-même, exactement. Très bien. C'est cool ça. Donc, tu n'as pas eu de signal d'alarme? J'ai pas eu de signal d'alarme. Mais que je te dis encore une fois, j'ai pas. On va revenir peut-être par la suite, mais je suis passé à la vape un peu par accident et j'ai pas eu cette volonté d'arrêter de fumer. C'était pas une volonté vraiment farouche d'arrêter de fumer. C'était plus une curiosité par rapport à la vape et qui en fait a fait que ça s'est fait vraiment sans effort, naturellement. Et ça m'a un peu surpris aussi d'ailleurs. Donc, comment tu as découvert ça, la vape, justement? Donc la vape, j'ai découvert sur YouTube. Je suis tombé sur une petite vidéo d'un gars qui présentait une Cigalike, tu sais, les blanches, là, les trucs avec le petit bout rouge à l'ancienne. Les KR808. Ouais, c'était un peu ça. Ouais, ça. Ou les gentils ou les trucs comme ça. Ah ouais, gentils, ouais. À l'ancienne. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais acheter un petit kit. Et puis c'est parti comme ça. Donc la première semaine, je me rappelle avoir un peu de mal à supprimer les cigarettes d'après-repas, de matin et soir. Donc j'ai fait une semaine un peu en mixte. Puis au bout d'une semaine, je me suis dit, bien, ça marche quand même pas si mal, on va essayer. Et depuis, j'ai pu refumer une clope, voilà. Ça a été le coup de foudre tout de suite? Ouais, j'ai bien aimé le côté un peu geek et puis le côté un peu différent aussi, parce qu'à l'époque, c'est vrai que c'était pas quelque chose de très connu. Donc j'aimais bien, le côté était un peu... C'était en quelle année, ça? Ça, c'était en 2010, fin 2010. Ça fait 12 ans que tu vapes. Ça fait 12 ans que je vape. Wow. Et que j'ai pas touché une cigarette. Ok. Zéro clope depuis que tu as fait ça, ouais. Zéro. Religion, ouais, comme moi. Non. Alors, je te dis pas que les 6 premiers mois aux apéros, tu vois, souvent, tu avais un petit peu l'envie, donc je te dis pas qu'il m'est pas arrivé de tirer 2-3 petites barres sur une cigarette, mais sinon, non. Ouais, après, une fois que tu as la vape, ça a tellement bon goût, c'est tellement plus fort et plus intense et plus machin. Et puis le fait, je pense aussi, d'arriver un peu au début, c'était un peu les prémices à l'époque, donc il y avait
Il y avait encore tout cet engouement, ce côté un peu bidouille, on va dire, pour arriver à trouver du matos qui fonctionnait. Donc, j'ai progressé en même temps que la vape a progressé et du coup, c'était hyper intéressant, quoi. Tu as eu tout de suite cette envie de chercher meilleur que ce que tu avais? Bien sûr. Bien sûr. Et puis, moi, je me suis inscrit sur le gros forum parce que c'était un peu le parcours classique à l'époque. Et donc, voilà. Et sur le gros forum, tu tombes sur des gars qui étaient, alors je pense, ils devaient avoir ouvert peut-être 1 ou 2 ans avant, je ne sais pas exactement de quand il date le forum, mais voilà. Puis il y avait tout de suite des gars qui te disaient comment bidouiller ta réserve de liquide en mettant plutôt de la bourre en métal plutôt qu'une bourre, tu sais, un peu d'aquarium pour qu'il y ait plus de capacité de jus, un meilleur rendu, tout ça. Donc, faire des petits trous à la seringue sur tes résistances pour que ça absorbe un peu bien le liquide. Que des petites bidouilles comme ça. Puis, en fait, de fil en aiguille, après, tu pars sur les modes, quoi. Ouais. C'est quoi le premier setup? Est-ce que tu arrives à te rappeler du premier setup où tu t'es dit, c'est vraiment génial ce truc? Genre, la vape, c'est vraiment un truc de ouf. Ouais, bonne question. Bonne question. Je te dirais avec le Lorion, qui était un modeur allemand qui s'appelait No Smoker, je crois, qui avait fait des petits modes hybrides en 18350, qui étaient je pense qui étaient vraiment aussi les balbutiements à l'époque c'était l'ancêtre du Dicodes, on va dire. Il y avait une seule touche pour régler tes trucs. Et là, c'était vraiment un hybride super usiné. Ah ouais, Lorion, je me rappelle. C'est pas très grand. Ouais. Il y a eu 3-4 versions. Et là, je me suis dit vraiment, ouais, là, c'est vraiment top, la vape. Là, ça marche vraiment bien. Là, ça envoyait beaucoup plus. Ouais. Et il y avait plus d'autonomie, mais c'était du 18350. Mais quand même, à l'époque, par rapport à la petite batterie qui devait faire peut-être, je sais pas, 600 mAh à tout casser, c'était quand même un gros plus. Et à partir de là, c'était, voilà. Et après, c'était que pire, entre guillemets, dans les achats. C'est allé en pente descendante. Ouais, exactement. Lorion, ah ouais, je me souviens de ce petit setup-là. Ouais. C'était cool. Et l'Ato, c'était un hybride. C'était tout. C'était un hybride, ouais. Exact, c'était un ensemble. Tu mettais juste ta batterie et ton truc, et tu changeais pas l'Ato. Exact. C'était du Genesis. Ouais, je me souviens, ouais. C'est iGetcha69 qui avait fait une review de ce truc. Tout à fait. C'était le reviewer à l'époque. En Genesis, même en review, c'était méga clean ce qu'il faisait, quoi. Avant, tu étais graphiste. Oui. Ça a été ton boulot pendant super longtemps. 20 ans. 20 ans de graphisme. C'est quoi? Parce que tu étais graphiste et tu vapais. Exactement. C'était pas ton métier encore à l'époque. C'est à quel moment où tu t'es dit, ah, maintenant, je vais me reconvertir, j'arrête le graphisme, je vais bosser dans la vape? Alors, j'ai toujours bossé en parallèle dans la vape, mais j'avais la volonté de garder quand même ce boulot principal, par peur, on va dire, que la vape ne s'arrête, ou par l'incertitude, on va dire que... Donc, j'ai hésité pendant très longtemps à me lancer à 100% dedans. J'ai eu plusieurs occasions de le faire, que j'ai toujours décliné, parce que je préférais avoir quand même ce job. À l'époque, j'ai mon premier gamin aussi, si tu veux. Donc, tu vois, tu commences à penser un peu les choses un peu différemment. Et j'ai basculé plus tard. Mais sur le coup, j'ai toujours été entrepreneur, donc j'ai toujours ma boîte qui me permettait de bosser dans la vape. Tu faisais des petits trucs, des petites missions, mais... Ouais, alors la première mission que j'ai faite, c'était pour Super Six, qui était un site internet qui était un des tout premiers sites en Europe à vendre du matériel haut de gamme. Donc il y avait à l'époque Taylor Vapiste, qui était un anglais ou un irlandais, je sais plus. Il devait y avoir Vaprev, qui était l'américain. Et le troisième, c'était Super Six, qui était un site à la base italien. Et le gérant m'avait demandé en 2013, 12-13 on va dire, de commencer à traduire son site, de l'aider à développer les modeurs en Europe et en France. Et donc il m'a invité au premier, c'était des Vapero à l'époque, on va dire, en Italie. Donc il m'a présenté tous les modeurs italiens qui bossaient avec lui à l'époque, qui étaient tous très sympas. Il bossait déjà aussi lui avec les Grecs, Atomixani par exemple, et d'autres, qui vendaient sur son site. Donc là, c'est un peu lui qui m'a présenté en fait à tous ces modeurs. Et on a fait le premier salon, qui était le premier salon de vape que j'ai fait en Italie, qui était un tout petit truc dans un espèce de gymnase. C'était le premier Vape Italie? C'était bien avant Vape Italie, et ça s'appelait même pas Vape Italie, c'était dans un tout petit bled qui s'appelait Pavia. Honnêtement, je me rappelle même plus le nom du truc. Enfin, je retrouve les photos de l'époque. Est-ce que c'était le premier salon de vape ever ou... Peut-être. Dans les premiers. En tout cas, en France, il n'y en avait pas, ça c'est sûr. Ouais. Donc je pense que ça doit dater de, je dirais 2012 à peu près. Et donc là, il m'a présenté un peu tous les modeurs italiens, il m'a demandé de l'aider à développer le site, et en fait, à partir de là, moi, je connaissais déjà un petit peu les modeurs français, et c'est parti comme ça.
C'est parti comme ça. Donc, là-bas, je lui faisais les traductions, je lui faisais un peu son développement commercial, je lui faisais un peu ses fiches. Enfin, c'était un peu de la bricole, quoi. Mais il m'a emmené quand même un peu partout en Italie pour faire différents événements. Et le point d'orgue, ça a été en 2015, où en fait, les Américains qui faisaient le salon Web Summit, qui devait être le 2e ou le 3e Web Summit, nous ont demandé en fait, de venir avec des modeurs français et italiens pour la première galerie des modeurs à laquelle j'ai assisté. Et donc, je suis venu avec Vincent Attea. Et le boss de Super Sig n'a pas pu venir en fait, donc c'est moi qui ai en fait dû le remplacer avec. Tu l'as remplacé au Québec, donc on avait avec un sac à dos, plein de box BF de Sva, No Name, enfin tous ces modeurs italiens. Vincent Attea qui était avec moi, donc on a passé les 5 jours à Las Vegas, donc on a passé un salon de folie. J'imagine. Ouais. Voilà. Salon ricain à Las Vegas. Voilà, et puis à l'époque, c'était la galerie des modeurs était vraiment à part du salon. Il y avait des grands rideaux noirs pour rentrer dedans. C'était un peu un truc vraiment private, quoi. Tu vois, un peu limite, fallait montrer un peu patte blanche. Et il y avait eu, et en fait, ils vendaient plutôt, enfin, on devait être 15 modeurs à peu près. Et c'était plutôt des ventes aux enchères, si tu veux, en fait. Et donc, les ricains y allaient avec leur. Tu sais, comme c'était à Vegas, en plus, ils aiment bien flamber. Ouais. Donc, il y a Gepetto, notamment, qui était là aussi à l'époque. Gepetto, voilà, qui est encore un grand modeur aujourd'hui et qui vendait toutes ses box aux enchères et qui est reparti avec une valise full dollars. Voilà. Oh là là. Voilà. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, pourquoi on n'a pas ça en France? Pourquoi on n'a pas ça en Europe? Et donc, j'ai été voir en rentrant Patrick Béduet et je lui ai présenté ça. C'était pendant les Innovating Days. Ça va être le premier ou le 2e. Et je lui ai dit, écoute, voilà, il y a un truc génial. Moi, je connais bien les modeurs français, je connais bien les modeurs italiens, je connais aussi un peu quelques étrangers. Il faut qu'on fasse. C'est un truc génial, ça va te ramener du monde. Et puis, alors moi, dans l'idée à l'époque, c'était vraiment de promouvoir les Français parce que il y avait beaucoup de modeurs américains ou de modeurs malaisiens, on va dire, qui avaient le vent en poupe à l'époque. Mais les Français n'étaient pas forcément reconnus, à part ATA peut-être à l'époque. Et encore, il y avait Seb Lavergne, il y en avait quelques-uns. Ouais, il y en avait quelques-uns, mais c'était encore. Il y avait Animods aussi qui était là, tout à fait. Il y en avait d'autres. Hein. Il y avait DNV aussi, par exemple. Drip and Vape. Il y avait. Enfin bon, il y en a quelques-uns. Et voilà, et on s'est mis tous ensemble. Et il m'a dit, OK, bah écoute, vas-y, banco. Et on a commencé à faire comme ça les premiers salons, les premiers Moders Gallery sur les salons. Voilà. Donc en fait, ton premier taf dans la vape, ça a été dans le high-end. C'est ça, tout de suite. Tout de suite, Moders Gallery aux États-Unis pour Super Sig. Et tu reviens en France avec le concept Moders Gallery avec Patrick Béduet et t'enchaînes là-dessus direct. C'est exactement ça. Donc t'es né dans le high-end en fait. Oui. C'est ouf. T'es né avec un mode en argent dans la bouche, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais tu connais l'époque aussi, David. À cette époque, tu avais soit des modèles Siga-like, on va dire, chinois. Après, c'est passé à Lego B, Lego C, tout ce que tu veux, là, qui étaient quand même pas des trucs qui avaient des rendus fantastiques. Il n'y avait pas de classe moyenne, en fait. C'est ça. Voilà. Et après, sinon, si tu voulais du matériel qui fonctionne bien, il fallait que tu ailles chez les modeurs, et il fallait que tu ailles chez Animods ou chez d'autres gars qui te faisaient des petits atos, le Kalash ou d'autres trucs de l'époque qui marchaient super bien. Et donc, moi, très vite, en fait, bah oui, j'ai acheté du matériel de modeur parce que ça fonctionnait, quoi. Et c'était la seule bonne vape qu'il y avait, en vrai. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on leur rendra jamais assez hommage, j'en profite pour le dire. C'est quand même eux qui ont fait évoluer la vape et qui nous ont amené la vape à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après, les Chinois ont pendant des années copié ce que faisaient les Européens, les Américains, tout ça. Cloné, même. On est capable, voilà, ce que j'allais dire, copier, quoi, je voulais pas le dire, mais cloner exactement, jusqu'à être capable eux-mêmes de développer des nouvelles, leur propre, on va dire, matériel avec leur propre setup, exactement. Mais c'est quand même les modeurs, toutes les évolutions qu'on connaît aujourd'hui, qu'on soit passé du Genesis, qu'on essayé bien avant, on parlait tout à l'heure, de la céramique. Céramique, merci. C'est quand même les modeurs qui, bien avant, ATA notamment, elle a testé la céramique bien avant tout le monde. Voilà, il avait remplacé la mèche de Genesis par un tube de céramique. Un tube qui cassait d'ailleurs, qui était un peu galère. Qui était une galère absolue. Voilà, mais c'était quand même, il avait quand même eu le premier l'idée de faire ça, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, ATA, il a eu plein de. C'est un véritable génie de la vape. Le géo trouve tout de la vape. Ouais, tu l'avais essayé son mode avec la manivelle là. Tout à fait. Bah, on l'avait amené à Las Vegas et il l'a vendu à Las Vegas un peu à contre-cœur. Non, il a vendu ce truc-là. Qui lui a fait une proposition qu'il ne pouvait pas refuser. Qui était fanat de ses produits et il a dit celui-là. Il a hésité pendant 2 jours et le tout dernier jour il lui a dit allez vas-y je te le vends. Il en avait peut-être un autre à la maison mais en tout cas les ricains l'appelaient la Cranken Machine, je sais pas pourquoi ça vient. Avec la grosse dynamo à l'intérieur. Exactement. C'était un délire ce truc, quoi. Il y en a plein qui ont dû devenir des amis depuis le temps, parce que tu connais les modeurs depuis qu'ils sont en activité. Bien sûr. Il y en a un auquel tu penses en particulier, ou une intention
que tu as eu de la part des modeurs que tu pourrais citer là. Une parmi tant d'autres. Beaucoup, franchement beaucoup. Parce que mais disons si tu veux au départ, celle qui vient à la tête pour être, en premier. Je vais y venir dans 2 secondes, mais si tu veux, au début, quand j'ai fait ça, je l'ai fait moi de manière bénévole, quand je l'ai proposé le concept à Patrick, parce que j'étais même moi pas sûr que ça allait fonctionner, si tu veux. Donc les 2-3 premiers que j'ai fait, j'étais pas rémunéré pour ça. Je lui ai un peu proposé de le faire sur mon temps, voilà. Et donc les modeurs me donnaient un peu pour me remercier, le sachant, souvent un ou deux qui me donnaient un petit mode, un petit atome, machin. Donc j'ai toujours eu des petits cadeaux entre guillemets super sympas de la part de modeurs. Ouais. Et il y en a qui sont plus sympas et plus généreux que d'autres, mais bon, après, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Mais non, les Français, bien sûr, j'ai une affinité particulière avec les Français. Aniki, par exemple, qui est un super gars, que j'aime beaucoup. Kasser aussi, que j'adore. Voilà, c'est tous des gars fantastiques. Il y en a eu plein d'autres. Dex aussi, on citait tout à l'heure, DNV, qui était un mec très, très sympa aussi. Voilà, après, il y en a qui sont arrivés un peu plus tard et qui sont aussi très cool, hein, mais même parmi les étrangers, les Italiens sont adorables aussi, honnêtement. Franken-School, dont on parle beaucoup, est aussi un mec en or, qui n'a pas l'air toujours très détendu sur les salons, mais qui est en fait vraiment un mec qui a le cœur sur la main. Ouais, après, il est très sollicité aussi. Hein. Voilà, donc après, qu'est-ce que j'ai un mode en particulier qui m'a fait... une intention, tu vois, d'un modeur qui t'a particulièrement touché, quoi. Alors, ouais, c'est un truc qui est pas du matériel, enfin, c'est pas un mode, c'était le plombier volant. Eric, qui m'avait un jour, sans trop que je lui demande rien, filé c'était un petit support, une petite plaquette en fait, qu'il avait fabriqué, qu'il avait gravé à la main, qui était juste un stand pour Atto, en fait, un truc tout bidon, enfin entre guillemets, enfin c'est pas un matériel qui vaut cher, mais il me l'avait fait, tu vois, c'était un one of kind, il me l'avait filé comme ça à un salon et ça m'avait touché parce que c'était pas du matériel. C'est vraiment un truc qu'il avait fait lui-même. Tu sais, il faisait tout à la main, lui, si tu veux. Et donc voilà, je l'ai encore, ce petit stand, surtout qu'on connaît l'histoire après qu'il y a eu. Donc voilà, c'est un petit objet que je garde, voilà, avec un petit pincement au cœur. Pincement, ouais, c'est un peu ça. On a une pensée pour lui. Moi, j'avais eu la chance de l'interviewer il y a peut-être 1 an ou 2 avant qu'il s'en aille. Et c'était à l'occasion de la sortie du rasoir d'Occam, qui était avec des portes en livre. Enfin, il avait fait une espèce de micarta avec du papier qui était de bouquin et qui découpait pour faire un volume. Ouais. C'était incroyable. Ouais. C'est un vrai modeur qui faisait tout à la main, exactement. Ses charnières, il les fabriquait lui-même, il faisait tout à la main. Ouais. Alors après, ça avait un aspect fait à la main, quoi. Tu avais des petits gaps, des petites imperfections et tout, mais chaque produit, j'avais mon ancien chef d'atelier, il disait ça sent la main. Ça sent la main ton truc, c'est genre tu l'as tellement touché, ça sent la main. Et lui, son truc, ça sentait la main de ouf, mais c'était assez fou et très créatif, quoi, ce gars. Il y a des trucs sans trop de limites. Un vrai artiste, quoi. Ouais. C'est toujours ce que j'ai considéré pour lui. Tu vois, genre, c'est un mec qui faisait plus. C'était entre l'œuvre d'art et le truc fonctionnel, tu vois, ce qu'il faisait un peu. Unique aussi, toujours que des one of a kind, que des modèles uniques, et vas-y, c'est pas grave, c'est comme ça. Ça vaut le prix ça vaut le temps que j'y ai mis, en fait, et le matériel que j'ai acheté. C'est ouf. Un mec super. Petite pensée au plombier volant, c'est toujours un pincement au cœur quand je pense à lui. Trop cool. Si tu devais raconter qu'une seule anecdote de Vape Expo, une seule, pour résumer la passion de la vape. Pour résumer la passion de la vape. Pour résumer la passion de la vape. Si tu devais en raconter qu'une seule, ce serait laquelle ? Pardon. La passion de la vape, je pense que c'est une année, on avait fait une galerie des modeurs, c'était à l'époque de la Grande Halle de la Villette. Où, alors c'était pas la première année, c'était la deuxième, on y était, et Patrick nous avait mis sur les balcons. Il y avait t'avais l'allée centrale, et puis t'avais les balcons un peu sur les côtés qui étaient un peu les parents pauvres. Personne ne voulait, enfin aucun exposant ne voulait être sur les balcons, tout le monde voulait être en bas, si tu veux. Et du coup, Patrick était un peu emmerdé parce que, si tu veux, à chaque fois, on essaie de trouver des emplacements, on négocie un peu de la surface disponible et tout, parce que c'est quand même pour lui un manque à gagner, entre guillemets, vu qu'il me donne 50 ou 100 mètres carrés, qu'il va pas vendre à un exposant, entre guillemets, voilà. Et donc, il nous avait mis sur les balcons. Moi, ce qui m'arrangeait grave, parce que j'avais beaucoup plus de place que si on avait été en bas. Et on a été complètement dépassé par Franken-School, en fait, qui devait... Alors, il était déjà venu... Je me demande si c'était pas la première fois qu'il venait en France, d'ailleurs. Je pense que c'était la première fois. Et en fait, on a été complètement dépassé par le phénomène. Il y a eu une espèce d'attroupement à l'ouverture du salon. Et on s'est retrouvés, les mecs poussaient les vitrines. Il y a eu une bousculade phénoménale. C'est là où vous avez appelé... il y avait la sécurité. J'ai dû aller appeler la sécurité parce que ça se tapait limite sur la gueule dans la queue, parce qu'il n'y avait pas une queue qui était bien organisée. Et aucun d'entre nous n'avait imaginé que ça puisse être aussi intense, on va dire.
Et du coup, j'ai dû appeler la sécu, en effet, qui ont dû mettre des petites lignes de sécurité, tu vois, un peu pour que les mecs fassent une file à peu près organisée, parce que là, ça faisait un espèce d'amas sur 4 ou 5 vitrines. Je me rappelle de Cédric Aniki là, qui me disait ouais, il pousse les vitres, c'est genre, c'était limite, voilà. C'était donc ça, voilà, ça, je me rappelle que c'était quand même un événement assez incroyable, parce que personne n'avait vu venir. Et c'est là où on s'est rendu compte, et je pense que Patrick aussi à ce moment-là s'est rendu compte qu'il y a quand même un gros engouement pour les modeurs. Et que ça, vraiment, il y a des gens qui venaient au salon que pour ça. Bon, après, il y a une histoire de spéculation sur les modes de ouais, de tout à fait. oui, tout à fait. C'est des flippers qui viennent, quoi. Il y avait les deux. Oui, t'as raison. C'est des gens qui venaient aussi pour acheter et revendre derrière tout de suite, parce qu'il y avait à l'époque, on pouvait doubler ou tripler le prix du mode en revendant. Voire x10 si tu le vendais sur les bons canaux aux États-Unis. Voilà, exactement. C'était quoi, Vapoction, c'est ça? Ouais, Vapoction, ouais. Vapoction sur Facebook, ouais. C'était fou, ça. Ouais, c'était une autre époque, ouais. Ouais, c'est une autre époque. Il n'y a plus ça? Tu le vois plus, cette cohue, cet engouement? Parce qu'il y était aussi, Frank & Skull, là, au dernier Si, c'est toujours le modeur, on va dire, qui attire les foules, hein, clairement, mais c'est pas le seul. Alors, c'est dommage aussi des fois pour les autres, parce qu'il y en a qui sont un peu attirés, justement, que par le petit billet facile, on va dire. Donc, c'est pas forcément des passionnés. Alors que tu as à côté, ou tout autour, les autres modeurs qui sont tout aussi bons, peut-être parfois... ça jette un peu de, comment dire, disons que l'argent que les gens déposent chez lui, le dépenseront pas non plus sur le reste de la galerie. Donc, toi, des fois, c'est un peu à double tranchant, si tu veux. C'est pas leur public non plus. C'est-à-dire que ces mecs qui viennent pour acheter du Frank & Skull et le flipper derrière. Exactement. C'est pas des gars qui viennent s'intéresser au matos. Ça peut avoir fait de l'ombre, on va dire, parfois à certains, où certains ont pu reprocher, on va dire, ce genre de comportement, entre guillemets. Maintenant... il y a une part de jalousie là-dedans, tu penses? Peut-être un peu, mais je sais que, même lui-même, si tu veux, Paolo est un peu aussi lui-même dépassé par ce phénomène, clairement. C'est pour ça qu'il est toujours un peu en retrait sur les salons. Il sait jamais trop comment réagir par rapport à ça, parce que il sait qu'il va faire du chiffre en venant, hein, ça, c'est pour ça aussi qu'il vient, clairement. Mais après, moi, je sais que sur une galerie, quand il est là, ça amène aussi... Ça amène aussi du monde, si tu veux, ça amène du trafic, et donc ça oblige aussi les gens à aller parce qu'il y a des gens qui viennent sur des salons sans forcément connaître la galerie des modeurs, sans forcément connaître les modeurs, donc ça amène aussi du monde là-dessus, ça crée un peu d'attraction, entre guillemets, quoi. Tu dirais que Frank & Skull, c'est le main event à chaque fois sur la galerie des modeurs? Alors, c'est lui, ça a pu être d'autres, ça a pu être Gepetto, par exemple. Stratum à une époque aussi. Ouais, Stratum à une époque, ouais, tout à fait. Donc ça tourne un peu, mais à une époque, c'est vrai qu'il y avait 4 ou 5 big guns, entre guillemets, qui étaient là. Donc, voilà, il n'y avait pas trop de... Voilà, les gens venaient à la galerie de toute façon, mais... moi, ça m'a toujours un peu gêné, si tu veux, qu'il y en ait qui soient un peu plus sur le devant de la scène que d'autres, sachant que souvent, les Français, moi, comme je te disais au début, moi, c'était vraiment pour promouvoir leur travail sur la scène internationale que j'avais décidé de faire ça. Et ils sont plus discrets, ils sont plus... surtout Cédric, hein, Niki, ouais, voilà, on peut pas faire plus discret que lui. Non, mais voilà, et pourtant, c'est des mecs qui sont hyper talentueux. Et moi, c'est ça qui me dérangeait, si tu veux, c'est qu'on parlait que des Américains ou des Malaisiens, alors que les Français faisaient un travail qui était pour moi bien meilleur, si tu veux, bien plus précis, bien plus... Voilà, mais ils avaient ils étaient moins sur le devant de la scène. C'est étrange, ça, parce que tu te dis toujours le savoir-faire à la française, le goût, le parfum, tout ça. C'est étrange de pas... Après, tu dis ça, mais j'avais été, quand j'étais à l'ICC avec Danny, qui était chez Huawei à l'époque, on avait été à l'ICC ensemble, j'avais un petit gros de Vaponaut. Vaponaut, tout à fait. Et tout le monde voulait me l'acheter. Tout le monde voulait me l'acheter. Les ricains, ils étaient là genre c'est un petit grow, je le veux. Enfin, ils me disaient pas je le veux, ils me disaient I want it, mais tu vois, ils étaient en mode vas-y, je te le prends, combien tu veux, quoi. J'étais non, mais vas-y, c'est pas à vendre, laisse tomber. Donc il y avait quand même une certaine hype, quoi. Spécialement ça a mis du temps. Non, mais t'as raison, mais ça a mis du temps avant de se mettre en place, si tu veux. ATH, pour moi, est celui qui a le plus participé à ça, justement en venant au salon aux États-Unis. Pareil, les Américains voulaient tous acheter un Inax parce que c'était la folie. Ah ouais, quoi. l'Inax, ouais. Et je pense qu'il y a eu pour lui, je pense pas me tromper, mais je pense qu'il y a eu un avant Web Summit et un après Web Summit, si tu veux. Avant, il faisait des petites productions, là, il les faisait à la main, il en faisait 100. Chaque Inax était vendu par 100, il y en avait 100, il n'y avait pas un de plus. Il tournait tout à la main, donc les pas de vis, c'était tout, pas toujours bien voilà, des fois, il fallait forcer un peu pour que ça rentre sur le mode. Et après, il a commencé à faire des batchs en plus grosse quantité, de manière, entre guillemets, industrielle. Avec des CNC. Voilà, donc ça restait peut-être 300-400 pièces, c'était pas non plus 10 000, quoi, mais bon, voilà. Et après, il a commencé à faire ses Inax V2, V3, machin, et c'est parti comme ça, quoi. Et à Niki, pareil, hein, j'avais été chez lui à l'époque, parce qu'il était de Narbonne, et on était dans la même ville tous les deux.
Et il avait son petit tour sous l'escalier dans un appart microscopique. Il tournait ses drip tips à la main sans gabarit, s'il te plaît. Sans gabarit, le mec, à main levée, quoi. J'étais là, genre, tu fais, ouais, mais j'ai l'habitude, t'inquiète. Je sais qu'il faut faire 3 tours là, 2 tours et demi là. J'étais là, ok, d'accord. Et ouais, c'est assez fou. D'ailleurs, spécial dédicace, j'ai un drip tip Aniki sur mon atto aujourd'hui. Donc, tu vois, comme ça, on est correct. Ah ouais, j'ai une question vieux con pour toi, pas une question vieux con, mais une question vieux dinosaure de la vape. Tu sais, on a tous vécu les dramas sur les groupes et les Facebook et les machins, les débats enflammés sur la vape, la guerre des clones et le machin. Tu te rappelles de ces discussions-là qu'il y avait sur les forums sur tout ça. Lequel de tous ces grands dramas là de la vape te fait maintenant le plus sourire rétrospectivement en disant à l'époque on se bouffait le cerveau pour ce truc-là et maintenant tout le monde s'en fout. C'était le bon vieux temps, tu vois. Ouais. Ça, c'est une bonne question. Honnêtement, j'ai rien qui me vient en tête comme ça. Des dramas, il y en a eu plein, de toute façon. Des copies ou des... c'est moi qui ai eu l'idée en premier, tout ça. Ouais, entre modeurs ou entre marques, ça, il y en a eu, ouais. Lequel où tu te dis, genre, ouais, je me souviens bien de ce moment-là, et au final, c'était pas une si mauvaise époque que ça, tu vois. Alors, je me rappelle de Casser, une fois, qui avait fait un drip tip pour un concours d'un Allemand qui voulait designer un drip tip, en fait. Et il avait amené un drip tip sur lequel tu pouvais dévisser la tête et mettre une bague, en fait. Donc, tu pouvais changer, tu avais ou une bague dorée ou une bague argentée, par exemple. Donc, il avait gagné... sur le FL, ça ouais, notamment. Un drip tip comme ça début, ouais, tout à fait. Donc, il avait gagné le concours de l'Allemand. Et en fait, le mec ne l'avait même pas vraiment crédité. Et avait sorti, en fait, lui-même... le drip tip après à son nom, si tu veux. Donc à l'époque, ça avait fait un grand bruit, entre guillemets. Un tollé. Voilà. Et c'est vrai qu'on était dégoûtés pour lui, mais mine de rien, c'était son premier drip tip. Et par la suite, il a déroulé, il a fait tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Et donc, voilà, c'était un peu le début. Et c'était un début mouvementé. Donc je me rappelle de ça, par exemple, comme drama, parce qu'on avait... L'Allemand, on l'avait pourri sur tous les forums, sur Facebook, tout le monde n'arrêtait pas de le pourrir. Il est toujours en activité, le gars, ou pas ? Non, il a arrêté. Il a arrêté. Un an ou deux, je pense, il a arrêté son truc. En parlant de toujours en activité, est-ce qu'il y a un nom dans la vape, dans la scène review, dans la scène mode, de gens qui sont plus là, pas spécialement qui sont morts, mais qui font autre chose maintenant, qui te manquent par rapport à avant? On a parlé de Igecha, par exemple, Scott, là, qui était un super reviewer. Alors, je crois qu'il fait encore de temps en temps des petits trucs, mais c'est plus Il fait encore des trucs, mais il est shadowban, il est très dur à trouver. Voilà, exactement. Qui est-ce qu'il y avait comme... Non, après, il y a des modeurs aussi qui ont arrêté et qui faisaient des super trucs, mais ils sont passés à autre chose. Je pensais aux gars qui faisaient les Wapari, notamment. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, des petites box... Ou à Paris, les vapes, les WAP, comme on disait, quoi. C'était des box en bois, c'était un finlandais, finlandais ou norvégien, je sais plus, un gars du Nord, quoi, d'Europe du Nord. Non, je sais pas, il y en a plein. Il y a tellement eu de turnover aussi sur la vape. Voilà, il y a des mecs qui faisaient des modes à une époque qui étaient super demandés, puis du jour au lendemain, les mecs ils disparaissent de la scène, ils passent à autre chose. Ouais. Donc j'ai pas un nom en particulier qui vient, mais il y en a plein. T'en as pas un en particulier qui te manque? Igecha, c'est Igecha. Moi j'ai appris la vape avec ses vidéos, en fait, ses montages. On regardait les montages Genesis, on regardait comment Qu'est-ce que c'était propre. Il était très propre, ouais, grave. C'était hyper léché pour de la review, c'était... Avec toujours son petit rond à la fin, ou au début, je sais plus, mais... Le fond noir, le petit plan, le gros plan, le machin, tout très industrialisé. Je pense qu'il a lancé, il a vraiment lancé le... Et la manucure, mon gars. Ouais. La manucure d'Igecha 69, les mains les plus clean de la vape ever. Moi, je complexe à cause de ça, je mets des gants, tu vois. Et lui, il était là. Alors là, on va dévisser la taupe, toujours le plan nickel, le machin. J'ai jamais réussi à faire ça. Était pas mal aussi pour les reviews. Bussardo, mais il a des gros doigts boudinés. Oui, c'est pas le même. Des fois, tu voyais pas bien comment c'était. Lui, Igecha, je sais pas comment il faisait parce que t'as l'angle de la caméra qui est là, donc t'as la caméra devant ta gueule, tu vois, et t'as la tour à bout de bras. Tu fais ton montage derrière. Et tu fais ça comme ça, parce que d'habitude, quand tu fais ton montage, t'es comme ça, tu vois, t'es à peu près à portée de main. Lui, il fait ça avec un réflexe, avec un machin, il faut filmer, il faut faire le point, faut pas que ça dézoome et tout. Et le montage, il se prenait la tête, c'est un assassin. Surtout Genesis qui était pas évident en direct en plus à faire, parce que t'étais jamais macro. Forcément toujours au nickel sur le premier montage. Ouais. Fallait pas qu'il y ait un il y avait des cuts. Il y avait des cuts. We're gonna pulse it. Il pulsait 2 fois, le machin était nickel. T'étais, ouais, d'accord, excuse-moi, mais non, en fait. C'est un quart d'heure que tu y es à pulser ton Genesis, là.
Mais ouais, Agecha, c'était d'une propreté incroyable ce qu'il faisait. C'est un incroyable reviewer, quoi. Sur quoi tu vas en ce moment? C'est la question toujours qu'on pose dans le chat. Là, par exemple, ce que tu as dans la main. Ça, c'est une Delro, donc voilà, c'est du Boro, comme on dit. Le Boro, c'est le tank qu'on met à l'intérieur, qui a été inventé par Billetbox, voilà, qui a fait une sorte de standard que j'adore les billets de box, j'en ai eu pendant très longtemps, tu le sais. Hein, grave. Voilà, bien avant, enfin pas bien avant tout le monde, mais voilà, moi ça fait des années que je suis sur billet de box. Ça a été mon all day pendant des années, même si j'ai toujours eu d'autres setups à la maison parce que j'adore un bon vieux tank, voilà, sur une bonne vieille box en bois, c'est magnifique. Ça n'a pas de prix non plus. Ça c'est plus sur le côté pratique, le côté tu peux le sortir en réunion, les billets de box notamment, c'est tellement classe, c'est tellement joli que voilà. Donc et customisable aussi. Et customisable, voilà. Puis après, il y en a plein qui sont lancés dans le. C'est vrai que c'est un peu la grosse mode du moment, le Boro. Il y a que ça. C'est vrai, hein. Partout. C'est fou ça. Hein. Le Boro, ça a explosé, mais là, il y a genre 6 mois. Et pourtant, 7 mois. C'est pas pour critiquer le Boro, c'est une très bonne vape, mais on n'est quand même pas au niveau en termes de rendu. Alors c'est tout petit, les chambres sont minuscules, les montages sont pas toujours faciles à faire. Mais on n'est quand même pas au niveau d'un Atto. Ça dépend. Alors, j'ai pas essayé tu vois, le tank est plus petit. J'ai pas essayé celui de JB encore. Tu l'as essayé, toi, celui-là de JB? Alors on n'est plus dans une vape MTL, Boro, tu vois, un peu. On est dans un truc qu'on voit plus sur un dripper. On est plus proche d'un dripper, en fait, si tu veux. Donc, c'est ça aussi qui est génial, c'est que ça redonne un peu ça redonne de volume, ça donne une rondeur aux Atto que tu n'avais pas, à l'utilisation de ta box que tu n'avais pas forcément avec les petits Atto Boro, machin. Mais je suis assez Boro depuis longtemps, mais j'ai quand même, j'ai mes mécas à la maison, j'ai quand même mes petites box aussi. Tu vas pas encore sur méca? Ouais, ça m'arrive régulièrement, ouais. Ah ouais, bien sûr. Avec mon café en général, si tu veux savoir. Avec le week-end, café, en général, c'est la petite tradition, c'est je me fais le petit café, je sors le petit méca, un vieil Atto en général, un peu en mode nostalgique, tu vois. D'accord, rétro-vaping, quoi. Ouais, un peu. C'est ça. Et c'est des vieux mécas ou c'est des mécas Les deux. J'ai des mécas plus récents, mais c'est surtout des vieux mécas, mais j'ai quand même. C'est le dernier de Cédric, là, Niki, là, qui est très bien aussi, avec son switch latéral. Voilà. Ouais. Un peu de tout. Mais bon, après, tu connais le méca quand tu as utilisé, on n'en avait que ça au départ, donc moi j'adore la prise en main méca où tu switches au cul, je trouve ça a pas de prix, c'est inévitable. Ouais, bien sûr. La décharge de la Q, tu as tout fort au début, après ça descend gentiment, et c'est vrai qu'après quand tu essayes sur les box électro, tu es sur une autre qualité de vape, entre guillemets. Même si quand on est vraiment puriste, on va te dire que c'est la. C'est pas la vape-lisse. C'est pas voilà exactement, j'allais le dire. Mais bon voilà, et il y a quand même de très bonnes box électro, et heureusement que l'électro est là aussi, quoi. Est-ce qu'on peut mettre ce débat de la vape-lisse au lit et le border comme ça et lui faire un petit bisou sur le front, c'est possible ça? Ouais, je pense. Parce que les nouveaux chipsets, en fait, pour ceux qui viennent d'arriver, ce fameux débat de la vape-lisse. Moi, tu vois, c'est à ça que je pensais, tu vois, c'est ce truc de la vape-lisse, là, quand je t'ai dit tout à l'heure, les débats de l'époque, tu vois. Ouais, oui. À l'époque, on avait des chipsets 33 Hz, donc qui coupaient, allumaient, coupaient, pour moduler la puissance, mais c'était incroyablement lent. Et donc, du coup, ça faisait un bruit horrible, tu le sentais de ouf. Et c'était en plus pas très efficace. Hein. Généralement, les chipsets chinois à l'époque qui faisaient ça, ils étaient claqués. C'est Lavatube et tous ces trucs-là, les ZMax. Les ZMax, les machins. Ça marchait, tu vois, mais c'était pas la folie non plus en termes de signal, quoi. Mais maintenant, tous les signaux sont lissés, hyper clean et tout, donc il y a plus de débat à avoir. Donc je pense que la vape-lisse, on peut l'oublier. Bonne nuit, salut. À moins que vous soyez sur ZMax. Si vous êtes sur ZMax ou Lavatube et qui marche encore, là c'est bon. Vous pouvez parler de vape palisse. Mais la vape rugueuse, c'est un peu fini tout ça. Moi, je sais pas, j'arrive pas à me remettre sur méca. Je suis trop habitué à avoir une vape, tu sais, genre. Qui envoie bien surtout toujours pareil, tu vois, genre du début de la journée à la fin de la journée, je veux que ça envoie la même chose, tu vois. Ouais, ça dépend vraiment du style de vape de chacun. Je pense que t'as encore des gens qui sont sur des énormes setups, tu vois bien stackés ou quand on voit du lourd, t'as touché à peine le switch que t'as le dripper qui crépite dans tous les sens. Même les drippers, j'ai un peu arrêté moi tout ça. Moi j'ai un peu arrêté aussi, mais c'est vrai que quand tu reviens sur un dripper, ça a quand même un rendu qui est, pour moi, le meilleur rendu que tu trouveras dans la vape, c'est sur dripper, je trouve. Ou sur un bon top coil. Un bon top coil qui wick bien. Why not. Typhoon GX par exemple. Mais le dripper, ça reste quand même une vape. Ouais. En bottom feeder en tout cas, hein, pas en drippant sur chaque. En sur bottom chaque feeder latte, en plus, évidemment quoi. Ouais.
Ta collègue, elle est comment maintenant? Elle est taille supermarché? Elle a bien réduit, parce que j'ai quand même vendu un peu une époque. Il y a des choses que j'ai jamais vendues et que je vendrai jamais, de toute façon. Donc, je sais pas, il doit me rester 20-25 tubes à peu près. Sato, j'en ai un paquet, j'en ai avoir, je sais pas, une quarantaine d'atos, on va dire. Et des box, je dois en avoir une vingtaine, il doit m'en rester une vingtaine aussi à peu près. En rotation que tu utilises ou non, qui sont, j'en ai des qui sont, étagères comme tu disais, comme je te disais tout à l'heure, il y a j'ai des fois des modeurs qui m'ont fait des cadeaux, que j'utilise ou que j'utilise moins, clairement. Mais au quotidien, non, j'ai des box, j'ai des trucs, c'est des trucs de collection, j'y touche pratiquement plus, quoi. Ouais. En 26-650, c'est avec les gros accus, je sais pas si ces accus énormes, qui en fait avaient une autonomie qui était c'était pas fantastique comme accu, même si on les a beaucoup utilisés. Ils étaient bien par rapport à leur courant de décharge, en fait, ces accus. Oui, c'est ça, qui pouvais envoyer. Voilà, non, mais c'est ça. Mais ça, au niveau de l'autonomie, c'était pas forcément fantastique. Non, c'était pas beaucoup plus qu'une bonne 18650. Donc non, j'ai des box que j'utilise plus, c'est sûr. Même les BF, honnêtement, j'utilise beaucoup moins de BF. Une époque, je faisais que du BF. De temps en temps, je me refais un petit plaisir BF. Mais, il te reste quelques Stratum, quelques trucs comme ça? Stratum, non, j'ai plus. Non, il me reste encore des belles choses. Il me reste des Stickman, par exemple. Ouais, si, il me reste des belles pièces quand même, mais. Gepetto, j'ai revendu, j'ai revendu. Et après, j'ai tellement de matériel qui, à l'époque, valait de l'argent, si tu veux, que j'ai pas voulu revendre à l'époque, et qui aujourd'hui ne valent tellement plus rien qu'à la limite, je préfère encore la filer à un pote que de la revendre, parce que c'était, tu vois, j'ai des tubes, je sais pas, te rappelles les Chiyu, par exemple. Voilà, bon, tu vois, j'ai gardé mon Chiyu, je le revendrai, ça rien que je vais pas le vendre à 50 balles, tu vois, ou à 40 balles, autant le garder ou le donner à quelqu'un. Voilà. À l'époque, ça valait 200, combien, 300 balles, je sais plus. En neuf, ça valait. Je sais pas, 100-150 $, je pense, facile. Ouais. Easy. Ouais. Easy. Un des modes les plus clonés pas 200, de la tu vois, planète. pour te dire. Mais ouais, c'est ça. Avec le Nemesis. Ouais, c'est vrai. C'est le mode ultra cloné, quoi. T'as eu des trucs genre complètement exceptionnels dans ta collecte, du style les Caravella Silver gravés? Alors, Caravella, non, j'ai pas eu. C'est lequel le plus ouf que t'as eu en mode le possédé, hein, ouais, pas entre les mains. Non, c'était des Gepetto, quoi. Et des flots, j'avais une des toutes premières flots que j'avais revendues par la suite qui valait, à l'époque déjà, c'était 800 balles la box. Tu vois, quand j'ai lâché le billet, j'ai réfléchi 3 fois en me disant, j'avais été tiré au sort en fait pour avoir le droit de l'acheter. On était 3 sur je sais pas combien, peut-être 1000 ou 2000 à avoir participé. Et ça devait être son premier ou son deuxième batch. Et là, pour le coup, j'avais quand même bien réfléchi en me disant, putain, là, 800 balles quand même. Et j'en avais tellement jamais eu de Gepetto, si tu veux, que je m'étais dit, allez, vas-y, on la prend, quoi. Et donc, je l'ai prise. Donc, ça, là, c'était peut-être la box la plus chère que j'ai eue, que j'ai revendue finalement assez rapidement après. Parce que j'avais trop peur de la faire tomber. Et pourtant, parce que moi, j'utilise les modes. Donc, même les modes de collecte que j'ai eus, j'ai toujours vapé dessus, ils sont tombés, voilà, je les utilise. C'est pas. T'avais pas de choses sacrées, quoi. T'avais pas de licorne sacrée que tu laisses sur une étagère. Non, j'ai toujours utilisé le matos. Ouais, moi non plus. C'est fait pour être utilisé. Et même si j'ai des fois limite versé une petite larme la première fois que ma première billet de box est tombée par terre, j'ai fait un énorme pet en dessous, j'étais dégoûté. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, le premier POC, il est douloureux. Voilà, c'est ça. Après tu la ponces et après tu. C'est bon. Après ça va. Tout va bien. Non, moi j'utilise. Imagine, il y a le feu chez toi. Ouais. Et tu as le temps d'emporter 3 setups. 3 setups. Donc ça peut être box ato ou juste un mode ou juste un machin. Sur ton étagère, il y a le feu, t'as le temps de prendre que 3 trucs. Ouais, je prends les trucs que j'utilise au quotidien en fait. Je prendrais ma Delro par exemple, je prendrais peut-être une billet de box et je prendrais une Danny box, Danny mini avec un ato grec dessus, genre le Integra ou l'Imperia. Voilà. C'est les 3 premiers trucs que je prendrais, c'est ça. Voilà, en mode les trucs qui tournent en ce moment et basta, que j'utilise le plus. Ouais. Et après, salut. Parce que je me suis déjà posé la question, si je devais un jour ne garder qu'un setup, parce qu'on peut se poser cette question, lequel ce serait, quoi. Tu vois, donc, je pourrais pas dire entre ces 3-là, par exemple, lequel je préférais garder. Quoi. Ouais. Mais, ce serait pas la billet de box? Alors, je suis revenu un peu de la billet de box. Pourquoi? Parce que j'en ai tellement niqué, à force d'avoir le liquide qui coule dans l'écran et donc sur le chipset. Et j'en ai claqué au moins 3 de suite comme ça. Pas immédiatement, mais après quelques mois d'utilisation. Que je préfère finalement quelque chose où le chipset, ça peut couler, ça coulera pas sur l'écran, ça coulera pas sur le chipset. Donc, j'en suis revenu, même si c'était la première, la plus originale et les plus belles. C'est un objet qui est magnifique, qui est costaud, ça respire, c'est customisable, ce que tu veux, ça respire la qualité. Mais j'en suis un peu revenu, je m'en rachèterai pas. Voilà, tu vois, rachèterais pas de billet de box? Non.
Ça me démange toujours un peu le samedi des fois, mais non, je L'envie du pas. samedi. Ouais, je rachèterai pas. Le samedi à 9h du mat, quand t'es là, genre, ah, il y a un badge de billet de boxe, 400 balles. Ouais. Ouais, je vois tout à fait, je connais Voilà. bien. Ce qu'il faut que tu fasses avec ta billet de boxe, c'est que tu la donnes à Fred. Je suis de déjà, notre elles sont équipe. déjà passées entre les mains de Fred. Et Ouais. tu fais mettre un dicodes dedans. Ouais, et en ouais, plus, ouais. il va te mettre un petit joint. Moi, il m'a mis ça sur la mienne. Ah ouais, autour de Il l'écran, m'a tu mis veux un dire? joint entre l'écran et le Ok. carter de la boxe. Ok, ok. Il a un gros joint rouge comme ça. Il me l'a découpé custom et tout. Il m'a fait un Tu vois, truc. ça, je savais pas. Parce qu'il m'a déjà changé des chipsets, Fred, bien sûr. Et avec le petit joint, il m'a dit ah, avec ton joint, là, avec nickel, tu peux le couler, c'est étanche, c'est IP64. Je dis ah, trop bien, merci Fred. Et maintenant, elle coule de ouf. Et tu t'en fous. Et je m'en fous Ah, ça peut complet. être la solution. Ça peut être la solution. C'est la soluce, je te dis, c'était la grosse soluce, quoi. Est-ce que tu as beaucoup évolué, toi, en termes de vape, avec au fil du temps? Parce que je sais qu'il y a eu des modes. On a eu la mode, au début, on était sur des petits Vivi Nova a dit, ouais, après, on est passé sur des trucs super ouverts, Ouais. après, sur des trucs plus RDL. T'as évolué avec ça ou t'es toujours resté 20 watts, Non, RDL, normal? j'ai jamais. En fait, à chaque fois que j'ai essayé des gros setups à 40 ou 50 watts, ça m'a jamais vraiment trop aérien, on va dire. Ça n'a jamais été vraiment ce que j'ai kiffé. Ou parce que le tank descendait en 2 minutes, ou parce que je trouvais ça pas très confortable, pas très agréable comme vape, Ouais. on va dire. Donc non, je suis toujours resté entre 20-30 watts. Je suis jamais sorti de cette plage-là, en fait. T'es arrivé sur Même le si RDL je suis et arrivé tu t'es sur dit, du bah, MTL au départ, parce qu'au début c'était quand même super serré, Oui. les premiers atos étaient à 0,8 voire 1 millimètre, on va dire, d'airflow, tu vois, donc c'était un peu compliqué de tirer dessus. Donc T'as je suis déjà resté élargi tes longtemps airflows là-dessus. à la perceuse? Non, alors non, je l'ai jamais fait sur les. Et je sais que j'ai vapé en Genesis donc pendant vraiment des années, mais je sais que quand le coton est arrivé, je regardais ça vraiment avec dédain, tu vois, je me disais ça, oh, c'est naze le coton, tu vois, donc pendant presque 6 mois, 1 an, peut-être même un peu plus, je suis resté vraiment sur du Genesis. Et un jour, je suis passé quand même dessus. Alors, je n'étais pas super convaincu au départ, et finalement aujourd'hui, c'est devenu. Est-ce que c'est t'es devenu passé la au norme. coton à cause de moi? Est-ce que t'es passé au coton à cause de mon montage sur l'Origin? Je veux savoir ça, Nico. Je l'ai testé en tout cas, ça Ah, je te dirais pas le contraire. Je dirais pas le contraire, je l'ai testé, mais c'est vrai qu'en coil vertical, C'était je pas la préfère folie. quand même le. Mais ça marche. Ben, pareil sur Vaponaut qui avait sorti Ouais. ces atos qui étaient faits pour aussi bien mesh que pour. Comment il s'appelait cet atout? C'était ouais, putain merde, j'ai un trou de mémoire aussi. Ouais. Bon, bref, Ouais, bon, enfin c'est on ça. le mettra en sous-titre. Voilà, donc non, le coton, j'y suis venu plus tard. Et voilà, donc, mais tout ça pour te dire que la plage, on va dire, n'a pas vraiment changé. Je suis toujours resté, même j'étais un peu plus ouvert à une époque. Aujourd'hui, je suis vraiment RDL, on va dire. DL un peu ouvert, RDL. Mhm. MTL, je pourrais plus vaper MTL aujourd'hui, clairement. Je sais que je réessaye régulièrement des Genesis que j'ai à 1. C'est super agréable pour vaper un petit Macera, c'est fantastique, c'est super. Mais pareil, avec le café, tu vois, une fois, ou le soir avec un bon Sky, mais pas au quotidien, je pourrais pas. Ouais, Ouais, il je faut donne un de peu d'air quand l'inhalation même, directe, un minimum. Tu sais que la première fois que j'ai découvert le DL, c'était avec un Agaté. Ouais, ok. C'était non, Agaté 2, pardon. Et j'avais vu la vidéo d'un mec qui reperçait, parce que tu sais, l'Agaté 2, il venait avec un trou qui était genre tellement petit sur un mesh comme ça, et du coup, ça vapait très mal, parce qu'il n'y avait pas assez d'air sur le coil. Et donc, j'avais fait un gros coil avec du Cantal plat à l'époque. Et donc, Cantal plat Ouais, sur du truc envoyé déjà bien clair. ça m'aimait. Hein. Mais du coup, c'était hyper étouffé et j'arrivais pas à vaper dessus. Donc, je me suis dit, je vais l'élargir. Et j'ai vu une vidéo d'un mec qui disait, bah, facile, il faut prendre un petit forêt et puis hop, t'élargis. ouais. Et le mec, il utilisait un forêt c'était en impérial, tu vois. Donc, il était, ah ouais, c'est un forêt de 3. Vous prenez un forêt de 3 et ça va. Donc, ça faisait un trou de quoi, 1 millimètre et demi, ouais, tu vois, ouais, 1, 2, 1, 5, tu vois. Moi, j'ai pris un forêt de 3 mm. Donc, c'était un trou comme as, déjà, tu vois, le truc. Et je perce mon truc. Et je compare par rapport à la vidéo du mec et je vois que j'ai fait Il y a un petit problème. Ouais, j'ai fait un trou, mon gars, comme ça, dans le côté de mon ato. Je fais, ah merde, j'ai niqué. Ouais, je me dis, bon, tant pis, j'essaye, tu vois. Ouais. Je tire une barre dessus et comme sur une chicha, tu vois. Et je sors un cloud, mon gars, comme ça. Et là, j'ai les yeux, ils ont fait... Je suis sorti de mon bureau en furie, tu vois. Et je fais, regarde ça, regarde ça. J'étais en train de taper des nuages chez moi. Et je me suis dit, c'est bon, c'est ça, c'est mon tirage, 3 mm. Et j'ai découvert ça par accident, mais le jour où j'ai découvert ce tirage-là, j'ai T'as fait, pu bouger. ok, c'est bon, c'est ça.
mais 3 mm, 3000, c'est mais parfait. 2 tours et On demi, est d'accord. Ah ouais. 0,5 ohms. Et après, j'ai jamais bougé de ce truc-là. Donc, Ouais, bah, je suis comme toi. Ouais. Nicotine, t'as bougé un peu ou pas du tout? Nicotine, bah oui, parce qu'au Ça départ, fluctue. surtout qu'à l'époque, on n'était pas limité à 20, moi, quand j'ai commencé, donc ça montait à 36, par exemple, un peu plus, je me rappelle. En nicotine libérée, en plus. Il n'y a pas de sel de nicotine à tout à l'époque. fait, ouais. 36. Ouais, après, les setups étaient tellement pourris que Alors, ça tournait la tête, mais tu n'avais pas l'impression de vaper ça comme un cow-boy. Ouais. Ouais, mais bon, 36 mais en c'était quand nicotine même, libérée, le hit. Ouais, c'était fort. Et après, non, je suis descendu assez rapidement à 12. Je suis resté très longtemps à 12. Et après, je suis passé pratiquement directement à 3 sans vraiment faire de gap. Et là, je suis à 3 vraiment en ce moment, tout en ayant un petit pod en 20 quand même dans la poche pour les petits moments besoins de les petits coups hit de presse, dans la quoi. journée. Ouais, voilà. Ouais. Mais donc, sinon, je vape du 3. Mais je vape beaucoup en 3, c'est le problème aussi. Mm. C'est que tu as tendance à Et tirer ouais. un peu tout le temps dessus. Donc, c'est pour ça que le petit pod est pas mal quand même aussi à ce niveau-là. Donc Ça- tu je me tu varies stabilise, avec je les- m'auto-stabilise. un D'accord, petit peu, ok, voilà. ça roule. Tu bosses toujours dans la vape maintenant, donc tu es toujours Ouais. responsable de la galerie des modeurs au Vape Expo. Tout à Ça, fait. c'est pas nouveau. Tu es là depuis le début d'ailleurs. Ouais, Ça a toujours été toi. Maintenant, tu es chez Vape 47, c'est exactement. responsable commercial. Tout à fait. Et avant, tu étais chez Avant, j'étais directeur du développement chez Chez Distiller. Maison Distiller, exactement. Yes. Ouais. Très bien. Et maintenant, directeur commercial, toutes les équipes de terrain, tout ça. Ouais, non, on est deux commerciaux, hein, donc il n'y a pas de compète. Non, c'est une très bonne équipe. Ça me change complètement de Maison Distiller qui était beaucoup plus rock'n'roll, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on faisait tout. On pouvait très bien préparer les commandes le matin, s'occuper des réseaux sociaux l'après-midi et entre-temps rappeler des clients pour placer des Ouais, commandes. homme orchestre, quoi. Voilà, c'était ça, mais ça c'était génial. Et puis surtout préparer des recettes de liquide, on faisait vraiment tout. Donc ça c'était, enfin, en tout cas c'était mon boulot, donc ça c'était génial. Ça a duré un peu plus de 2 ans et demi, je crois. Tu étais aromaticien, On faisait logistique, tout, franchement, on commercial. faisait tout. Dès qu'on avait une idée, hop, allez, on lançait l'idée. C'est toi qui t'occupais du graphisme pour Maison Distiller? Non, on avait Yann, qui était un des 3 associés, qui travaille dans la pub, qui a sa boîte de pub, qui a toujours été très. Donc c'est lui qui avait fait le design. En tout cas, le redesign de. Le refacto, ouais. Ouais, exactement. Avec les Parce qu'ils étiquettes avaient 5 ou argentées, 6 là. gammes, ils avaient tout remis ensemble, exactement. Mhm. Et après, donc, non, et après, j'étais chez Map 47. Donc, faire un peu plus du commercial, ce que je faisais un peu moins avant, mais bon, je faisais un petit peu par la force des choses, on va dire. Et c'est vraiment une super équipe. On n'est pas très très nombreux, on est à Paris et ça se passe super bien. Et ça se passe bien? Ouais, c'est une boîte géniale, franchement. On est très contents, tout le monde est potes. Il y a eu un petit peu de turnover au moment où je suis arrivé. Il y a deux commerciaux qui sont partis, un chef de projet. Et puis là, on a remonté tous ensemble. Et ouais, c'est franchement très cool. Franchement très cool. T'as jamais eu l'idée de monter ton propre truc de high-end? Alors, Genre, non. ta propre marque? Je suis pas entrepreneur. Smoker Je suis Store, pas tu vois. entrepreneur dans l'âme. Honnêtement, pas du tout. J'ai participé à plein de développements, enfin bêta tests sur plein d'atos, sur des liquides. J'ai fait aussi beaucoup de développement de liquides pour moi ou des potes ou d'autres marques. Mais personnellement, non, j'ai jamais voulu me lancer là-dedans. C'est pas dans les bacs? Non. Ok. C'est pas dans les bacs. Après, j'ai fait plein de liquides. Maison Distiller, il y a plein de liquides que j'ai fait. Bon, voilà, mais ça reste. C'était pour une marque, c'était pas pour moi. D'accord. Mais il y en a tellement qui. Enfin, aujourd'hui, c'est difficile de se démarquer dans le milieu du liquide. Honnêtement, en France, on a des très très bons liquides, on a des très bons fabricants. Il y a des gros, il y a des plus petits, il y a plein de petits. C'est devenu dur de se lancer. Ouais, voilà, il y a des modeurs qui font des liquides aujourd'hui. Il y a des shops qui se font faire leurs liquides aussi. Il y a quand même une grosse concurrence. Et je pense que ce que je vape n'est pas forcément ce qui se vend le mieux. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Mais je pense à Big Papa, par exemple, tu vois, des marques comme ça qui font des liquides que j'aime beaucoup, ou Casser, par exemple, aussi, qui fait des super liquides, mais qui sont... voilà, c'est pas évident quand tu es tout seul de mettre tes liquides en vente un peu partout. Alors, soit tu vas chez les grossistes, tu vas pas chez les grossistes. C'est des questions auxquelles il faut bien réfléchir avant de se lancer. Et puis, voilà, donc, non, je sais pas cette... T'as pas cette velléité encore pour l'instant, quoi. Et les gens font des très bons liquides, donc moi, ça me va bien comme ça aussi. Ça roule. Est-ce qu'il y a un truc que tu regrettes de la vape d'avant qu'on a plus maintenant? Tu sais, on dit toujours c'était mieux avant. Ouais, Qu'est-ce qui était mieux avant? Ce qui me manque un petit peu, c'est le côté communautaire, c'est-à-dire vraiment tout le monde cette entraide en fait que tu avais, parce que on trouvait pas, il y avait à la base c'était des liquides chinois, hein, c'était des Kang, les marques un peu dégueulasses là, donc le côté tiens vas-y va aux États-Unis, tu pourras acheter ce liquide, il est mortel, j'ai testé tout ça. Donc il y avait vraiment une vraie entraide aussi bien sur le matériel que pour les liquides.
Le forum d'ailleurs était enfin les deux forums, parce qu'il y avait le gros forum, puis après il y avait Vaporama sur lequel aussi j'ai beaucoup traîné, qui était un super forum aussi. Et il y avait le petit forum aussi. Ouais, il a eu le petit forum. J'ai pas trop traîné sur le petit forum. C'était le gros au départ et puis après Vaporama. Mais voilà, il y avait une entraide, même tu vois, sur Vaporama, typiquement, je me rappelle, les modeurs étaient présents au quotidien et donc on échangeait énormément. Je pense que eux, ça devait peut-être aussi les aider à développer du matériel et nous, ça nous aidait aussi à progresser dans la vape, à trouver du matériel qui fonctionnait bien. Ouais, Vaporama, c'était le forum des modeurs. C'était ouais, parce qu'ils étaient un peu, voilà, c'était un peu fâché, on va dire, avec le gros forum et donc était parti monter le truc un peu en... Les guerres de clochers de l'époque. C'est ça, c'est ça. Mais non, voilà, donc ce côté un peu solidaire, bon plan, entraide, qu'on a moins aujourd'hui, même s'il existe toujours, et tu pourras toujours trouver du plaisir si tu travailles en magasin à faire passer un fumeur à la vape. Ça reste un peu dans le même état d'esprit si tu veux. Mais voilà, la vape est plus facile aujourd'hui quand même qu'elle était à l'époque. Il y a du très bon matériel pour toutes les bourses, on va dire. Donc il y a moins ce besoin d'aller bidouiller son matériel pour qu'il fonctionne bien. Ouais, finalement, c'est peut-être une bonne chose, tu vois. C'est très bien, ça s'est facilité. Et voilà, c'est devenu presque un objet de consommation courante en fait. Donc c'est très bien, c'est très bien. Après, je vois ce que tu veux dire. C'est qu'à l'époque, vaper, c'était faire partie d'un club. Il y avait ça aussi, ouais. Un peu fermé d'ailleurs. Un peu fermé, un peu exclusif. Tu connais le truc, tu connais pas le truc. Et le high-end, on était un peu les snobs, considérés comme les snobs. C'était le club VIP dans le carré de VIP. C'est un truc genre. Pas toujours bien vu, on va dire. Ouais, voilà. Ouais, et puis les gens. Mais ouais, c'était à l'époque, c'était vraiment ça. Tu faisais partie d'un truc, tu faisais partie d'un club. Ça donnait un petit peu un sens à ce que tu faisais, quoi. Ouais. Et comme tu parlais tout à l'heure d'amitié, mais c'est vrai que dans la vape, je pense toi aussi, hein, mais on s'est tous fait des super potes dans la vape et qu'on n'aurait jamais rencontré si on n'avait pas été avec cette passion commune. Hein, c'est clair. T'as des gens de tous les horizons et ça, je trouve ça aussi très sympa. Ouais. Ouais, et c'est ce qui me tient aussi actuellement. Enfin, honnêtement. Même si tu peux des fois un peu perdre d'intérêt pour le matériel parce qu'il y a tellement de choses qui sortent aujourd'hui, comme je te le disais tout à l'heure, moi je suis plus rien aujourd'hui. J'allais te le demander ça. Tous les trucs chinois, les machins, je n'y connais rien du tout et limite ça m'intéresse pas. Enfin, bon, par contre le high-end, je suis toujours un petit peu, c'est normal, ça m'intéresse. On se refait pas. Non, ça m'intéresse. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses aujourd'hui, l'offre est tellement large que je suis complètement perdu, quoi, honnêtement. La flamme que tu avais à l'époque, tu as l'impression qu'elle est toujours aussi allumée? Elle est toujours aussi allumée, mais elle tient entre guillemets justement par les amitiés, je pense. Plus que peut-être par comme je te dis, on a perdu le côté bidouille, on a perdu le côté tricolo entre guillemets, quoi. Donc là, moi je sais que ce qui me tient aujourd'hui, c'est les amitiés dans la vape. Bon, bien sûr, j'ai toujours la passion de la vape, bien sûr. Même si on est un peu les derniers dinosaures, honnêtement, quand tu regardes bien. Maintenant, les gens, ils s'achètent un setup, et voilà, c'est devenu quelque chose que tu utilises comme un briquet, comme un téléphone, presque limite. Enfin, tu vois, il n'y a pas de passion derrière plus que ça, quoi. Il n'y a pas d'affect sur le produit. Et c'est pour ça aussi que je te dis quand tu vapes sur un truc qui a été fait en bois ou qui a été tourné par le mec chez lui, même si ça a été fait ailleurs, peu importe, mais il y a quand même ce petit côté en plus que tu ne retrouveras pas sur un matériel. Bien sûr. Chinois lambda, qui même s'il est très bien, qui fonctionne très bien, honnêtement, moi ça me laisse de marbre complet de vaper sur un setup. Je dis chinois, c'est pas, enfin tu vois, c'est pas. Oui, je comprends ce que tu veux dire, industriel, voilà, c'est ça, mais j'ai pas de plaisir, quoi. Alors qu'un truc a été fait un peu plus. Et le fait de connaître le gars, ce que j'expliquais à quelqu'un qui me demandait pourquoi je vapais sur un billet de box et qui me disait c'est moche ton truc. Je dis mais tu vois ce panneau là. Il a été usiné par un mec que je connais depuis 10 piges. Ce chipset, il vient d'Allemagne et les gars, j'ai été filmé chez eux. Bien sûr. Cet ato, il vient de là. Le coil, c'est moi qui l'ai fait, tu vois. Et cette box, elle a même été réparée par un pote à moi, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc ça, 100% avec toi là-dessus. Tu vois, c'est tout un truc. Même le drip tip, c'est un italien, c'est Concio Mode, c'est machin, ces trucs. Et tu dis, c'est toute une collection c'est une collection de potes et avec plein de petits trucs de chacun, tu vois, même des petites vis, des machins. Moi, je le sais. Toi, tu le sais pas, mais moi, je le sais et c'est ça qui compte, en fait. Et c'est vrai que t'as raison, tu vois, je suis comme toi, j'ai pas vraiment d'affect sur un matos, un pod, un machin. Bon, je le perds, ça fait chier, mais voilà. Mais quand je perds un mode, tu vois, avec... qui a une histoire, qui a un affect, ça fait chier. Là, ça fait chier, tu vois. C'est pas tout à fait la même relation au matos, quoi. C'est vrai. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Je te dis, on est les fumeurs de pipe du monde de la vape maintenant. C'est vrai. Mais c'est bien, quelque part. C'est bien. Je pense qu'il faut s'en féliciter. Tu vois,
ce côté un peu mainstream, tu vois, que ça a pris. Exactement. C'est cool, c'est ce qu'on a toujours voulu. C'est démocratisé, c'est très bien. C'est ce pourquoi on militait à l'époque et on y est arrivé plus ou moins maintenant. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Merci à toi, Nico. Avec grand plaisir. C'est très cool. C'était très sympa aussi. Et écoute, on se dit à très vite pour d'autres aventures. Tu passes au bureau quand tu veux, tu sais bien. Ça marche, avec grand plaisir. Et puis voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne pour d'autres interviews. À très bientôt sur One Shot. Ciao, ciao. Ciao.